Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio et nous allons parler de notre première fois. Et oui, cette première fois, on s'en souvient, même si, et peut-être plus encore, si ce n'était pas totalement top. Mais de quoi parle-t-on quand on parle de sa première fois ? A priori, la première fois qu'on a fait l'amour, c'est la première fois qu'il y a eu une pénétration. Pourtant, on peut avoir eu un orgasme autrement avant cette première fois, justement, avec quelqu'un. Dans un instant, avec Philippe Breneau, eh bien, on verra ce qu'il en pense en tant que sexothérapeute. Il nous donnera son avis. Quand doit-on considérer que c'est notre première fois ? Et surtout, je vous propose qu'on analyse les répercussions de notre première fois, parce que cela influence, paraît-il, beaucoup plus qu'on ne le croit, notre sexualité future, même si, comme pour le reste, il n'y a jamais de fatalité. Alors, première fois ratée, première fois géniale, eh bien, je vous invite à témoigner en nous appelant au 0826 300 300. Bonjour Philippe Breneau. Oui, bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous durant ces 2 heures. Vous êtes psychiatre, anthropologue et sexologue, auteur de nombreux ouvrages. Pourquoi c'est si compliqué l'amour, par exemple, mais également l'incroyable histoire du sexe en bande dessinée. Et puis le dernier, Éloge de la masturbation, aux éditions de la Musardine. C'est le moment de rappeler que la première fois, c'est peut-être d'abord avec soi-même. Ben oui, c'est exactement ce qu'on peut évoquer. Tenez, vous disiez à l'instant, première fois, ça peut être première pénétration, parce qu'il y a quand même, au-delà de tout un tas de pratiques, c'est vrai que la pénétration semble quelque chose qui pose question, puisqu'il y a tellement de gens maintenant qui se mettent un petit peu à distance. Premier orgasme, première masturbation, mais il y a aussi une autre chose. Lorsque on interroge souvent les patients ou les patientes qui viennent nous voir, et que, tiens, pose la question, c'était quand la première fois, de façon un petit peu légère et banale. Et quand il y a une hésitation, c'est qu'il y a eu une autre première fois souvent, qui pouvait être avec quelqu'un, quelque chose qui n'était pas forcément désiré, qui était une intrusion. Il y a quand même, parmi les gens qui nous consultent et qui ne le disent pas forcément, il y a 20 à 30% de femmes, par exemple, qui ont connu des difficultés sexuelles, quelque chose qui s'est passé mais là, avant la première fois. Vous parlez de quelque chose de négatif, justement. Oui, et moi, mais qui va pouvoir quelquefois influencer sur la vraie première fois. Évidemment, mais moi j'en parle dans mon livre qui est sorti récemment, là par Brigitte. En fait, moi, il y a eu, avant la première pénétration, il y a eu une première fois d'un homme qui m'a fait un cuni et qui n'a pas voulu, parce qu'il savait que j'étais vierge, aller plus loin. Et cette première fois, pour moi, est importante parce qu'elle a même été la première fois où j'ai eu le sentiment que les hommes pouvaient nous respecter, etc., etc. Et ça a forcément marqué aussi ma sexualité future, puisque la première fois qu'un homme me touche, si je puis dire, c'est un homme qui me respecte. Donc c'est ça qu'il faut entendre, c'est que la première fois qu'on est en relation, si je puis dire, avec un partenaire ou une partenaire et où il se passe quelque chose d'intime, eh bien, c'est peut-être ça qui compte peut-être. Enfin, moi, c'est un peu comme ça, en préparant l'émission, que je me suis dit que c'était le message que j'avais envie de transmettre à ceux qui nous écoutent. C'est même pas forcément négatif, et ce que vous dites. Ben oui. Je suis tombé sur quelqu'un qui me respectait, alors que ça aurait pu être quelque chose qui fasse effraction et qui soit J'aurais été à l'inverse prête négatif. à aller plus loin, fait, même d'ailleurs. Mais toutes les premières fois d'une éventuelle interaction avec... j'allais dire, un adulte dans la sexualité d'un enfant. Toutes les premières fois de la première pénétration, des premières caresses, ainsi de suite, vont nous construire pour une seule raison, c'est que la sexualité est purement apprise. La sexualité humaine est totalement apprise. Donc nos premières expériences, quelles qu'elles soient très bienveillantes, qu'elles ne le soient pas, vont construire la sexualité future. Et on va pouvoir d'ailleurs s'appuyer là-dessus quelquefois quand on veut réparer, et on peut y arriver. Mais en tout cas, c'est important, si vous avez à l'antenne des témoignages d'une première fois qui vous a marqué dans un sens, dans l'autre, oui, c'est très important parce que ça va être des expériences
expériences qui sont même plus marquantes que ce que l'on peut dire des avis d'experts. C'est-à-dire, c'est vraiment l'expérience de ce que vous avez vécu. Ça construit la sexualité de chacun. Donc ça, c'est premier message très important qu'on transmet. Deuxième message, j'avais appris ça un petit peu plus par la psychanalyse que la sexothérapie, mais j'avais trouvé ça intéressant. C'est aussi cette première fois qui nous fait prendre conscience qu'on quitte les parents. Et je trouve ça assez juste aussi. Oui, alors c'est très vrai que le début de la sexualité, moi je le dis souvent de cette façon-là, se fait en transgression. C'est-à-dire c'est quelque chose, on ne le dit pas, ça va être à l'insu de qui que ce soit, et notamment en premier lieu des parents. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est l'intimité personnelle, je ne la partage qu'avec la personne avec laquelle je la vis. Et effectivement, vous le dites très bien Brigitte, c'est une sorte, pas de rupture, mais d'autonomisation. Le passeport de devenir, de s'éloigner du cocon familial. Oui, tout à et d'ailleurs, je ne crois pas, enfin si quelqu'un l'a dit, surtout qu'il témoigne, on comprendra mieux. Mais je ne pense pas qu'on raconte à son père ou à sa mère notre premier exploit sexuel. Alors, moi je suis un petit peu surpris parce que il y a des choses qui ont évolué. Ouais. Il y a une quarantaine d'années, quand la sexualité commençait à se libérer, très souvent c'était des expériences très intimes qui ne se racontaient à personne, mais la libération de la parole qui s'est faite, on a vu des gens qui vont raconter leur première fois. Notamment, par exemple, il y a eu... Oui, bien sûr, mais là, c'est autre chose, on le raconte à tout le monde. Ouais, qui vont les raconter. On vient pas frapper à la porte de maman pour dire « Maman... » J'espère pas. J'espère pas. Alors, il y en a qui continuent à le faire, mais ils ont peut-être gardé des liens avec l'enfance. En général, dans l'enfance, on dit tout. Ou quelquefois, vous savez, il y a des sortes d'injonctions qui ont été faites. Tu diras toujours tout à maman. Et l'enfant croit que papa et maman voient tout, de toute façon. Et qui voient tout aussi. mais ensuite, tu diras tout à maman, par exemple, c'est un petit peu comme s'il n'y avait pas de limite. Alors qu'il y a un moment, justement, c'est celle dont vous parlez, ce jour-là, où justement, c'est peut-être la première chose que je dirais pas à maman. Et puis, autre question que je vous pose, Philippe Breneau, on sait très bien que les jeunes voient de la pornographie de plus en plus tôt. Pour vous, quelle influence ça peut avoir justement sur la sexualité de voir des images avant de faire Eh bien oui, c'est la différence avec les générations, 2 ou 3 générations. On n'avait jamais eu même d'image quasiment. Il y a un siècle, on n'avait pas d'image de la sexualité avant de la vivre. On ne connaissait pas la nudité des corps. Aujourd'hui, pratiquement tous les très jeunes ont vu un accouplement, un rapport sexuel, des caresses, avant de les vivre eux-mêmes. Donc ça devient un modèle, puisque notre sexualité est apprise, et c'est vrai que on n'y peut rien, le porno va être le modèle de cette première fois. Et très souvent d'ailleurs, il y en a beaucoup, on le voit en parlant, lorsqu'on voit des adolescents, ils disent qu'ils ont du mal à se défaire de cela, notamment par exemple, je pense aux filles qui ont du mal à ne pas vivre ce que les garçons croient devoir agir sur elles. Non, cette première fois, il faudrait l'inventer. Il faut beaucoup d'ingéniosité. Et je crois que la sexualité, ça demande de la créativité. Et là, il faudrait... Alors, à un moment donné, je me souviens avoir écrit un article dans une revue de sexologie qui était « Faudrait-il rouvrir des sex-écoles ?» D'une certaine façon, il y a quelque chose de l'ordre... La place de ministre de l'Éducation nationale est libre, hein, Philippe Breneau, vous pouvez y aller si vous voulez. Il faudrait un ministre de l'Éducation sexuelle, peut-être. Ça, ce serait une bonne idée. Je ne sais pas qui se propose à ce poste-là. Mais, allez-y. Non, mais c'est pour dire simplement que les messages qui sont donnés, malgré nous, c'est forcément le porno. Ils l'ont partagé, ils l'ont vu, ok. Mais il faudrait qu'il y ait d'autres messages qui arrivent en même temps. C'est-à-dire qu'on apprenne, que la sexualité doit se faire dans la tranquillité.
avec quelqu'un de bienveillant, parce qu'on ne doit pas se faire dans la rapidité et sous la pression. Il y a quelques règles toutes simples qui devraient passer dans une éducation à la sexualité. Malheureusement, je pense qu'elle n'est pas suffisante aujourd'hui, mais ce sont des petits préceptes comme ça et qui changent la vie. Franchement, dans tous mes entretiens avec les patients et surtout les patientes, on fait toujours une histoire sexuelle. Les sexologues on va regarder un petit peu dans le détail ce qui s'est passé dans l'histoire de l'intimité. Moi, je passe beaucoup de temps sur la première fois. Quelquefois, on peut y passer toute une séance dans laquelle on va parler de quelle façon, tiens, avez-vous vécu cette première fois le soir même? Comment étiez-vous? Et là, on voit quelquefois je pense souvent des femmes, oui, parce qu'elles sont femmes quand elles en parlent, s'effondrer en disant oui, c'est vrai que j'ai pleuré, c'était tellement différent de ce que j'avais imaginé. C'est-à-dire un certain nombre de choses qui se sont passées, dont on n'a pas pu parler parce qu'on n'en parle pas à sa maman, on va pas s'épancher là-dessus. On croit que c'est banal, non, c'est resté parce que ça construit notre vie future. Eh bien, c'est à vous maintenant de nous raconter votre première fois, quel que soit ce que vous considérez comme votre première fois. 0826 300 300, on se retrouve dans un instant. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Depuis que j'écoute Sud Radio, avec Elisabeth Lévy, Jean-Jacques Bourdin, sans oublier Patrick Rocher et André Berkoff, on est certain d'entendre parler vrai dans la matinale de Sud Radio, figurez-vous. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Breneau est avec nous, vous êtes sexothérapeute. On évoque aujourd'hui la première fois et on vous invite évidemment à nous en parler. Et c'est Dana qui commence. Bonjour Dana. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Dana. Alors, je vous livre mon témoignage. Je vous en prie, on vous écoute. Oui, sur la première fois. Alors, merci beaucoup de m'écouter. Alors, moi, déjà, ce que je vais préciser, c'est que cette première fois, elle a eu lieu il y a très très longtemps, il y a 33 ans. Je le précise parce que, en effet, les choses ont évolué. Et à mon époque, il n'y avait pas Internet. Il y avait le porno, mais qui se voyait peu, en fait, pas comme maintenant. Et j'avais juste la chance de regarder un film rigolo qui s'appelait Le sexe qui parle, qui nous donnait quelques notions. Voilà. Et puis, merci les copines de l'époque qui étaient passées avant moi. Alors moi, j'ai perdu ma virginité. C'était la première fois. J'allais avoir 20 ans. Et quand je vous entends, Brigitte, vous avez de la chance parce que moi, ça a été plus que bof. Donc, je vais vous raconter. Alors déjà, pour moi, perdre ma virginité, c'était un acte d'amour. C'est-à-dire que peut-être que j'étais dans les clichés de l'époque, mais je voulais perdre ma virginité avec quelqu'un où je croyais aimer, mais je voulais pas le faire comme ça. Voilà, c'était pour moi, ça avait une importance. Pour moi, voilà, faire l'amour, c'est se donner à l'autre et de pas être un morceau et cette idée, elle vous venait d'où? De vos lectures, de ce que vous avez raconté votre famille, ou tout simplement parce que vous étiez une jeune fille romantique et que... Je pense que j'étais une jeune fille romantique. D'accord, oui. Comme beaucoup. C'est pas, enfin, je veux dire, Philippe Breneau, c'est pas rare d'entendre. Non, et même, je dirais que c'est quelque chose qui est très répandu, que c'est très important pour moi. Je parle à la place d'une jeune fille, là. C'est très important pour moi. Je sais qu'il va y avoir plusieurs expériences, parce que c'est quand même nouveau, ça. Je sais que j'aurai peut-être plusieurs expériences, mais en tout cas, la première, je veux que ça soit dans un contexte amoureux. Je veux aimer la personne. Oui, ça c'est très important et c'est assez habituel, oui. Mais c'était pas le cas avec le recul. Donc c'est un homme que vous n'avez pas choisi l'homme que vous aimiez. Ah
Si, tout à fait. Mais en fait, alors ma première fois a été très très bof pour plein de raisons. Mais en fait, en fait, j'étais amoureuse j'avais donc 20 ans, j'allais avoir 20 ans. Lui, il en avait 10 de plus que moi. Donc c'était déjà un homme qui avait une sexualité déjà un peu d'expérience, oui, quand même. Voilà, un peu d'expérience. Bon, c'était censé être le cas. Mais en fait, j'étais avec le recul je pense être amoureuse de lui. Mais c'était pas le cas, mais je l'ai quand même beaucoup aimé. Mais en fait, lui n'en avait strictement rien à faire de moi. Donc autant moi je me donnais à lui, autant lui allait il a profité. Une jeune femme. Oui. Il a pas profité. Mais en fait, pourquoi je dis que c'était bof, c'est parce que c'est important pour une jeune fille de passer ce cap et moi je me faisais toute une histoire, tout un monde où j'allais être caressée, j'allais être envahie de tendresse, ce genre de choses. Et en fait, j'ai eu la malchance d'avoir un homme qui en avait rien à faire de moi, mais ça c'était un petit peu le jeu, mais qui en plus était un mauvais amant. C'est-à-dire qu'on est passé directement à la pénétration. Alors, il n'a pas été non plus brutal, mais il n'a pas été doux. Mais en fait, c'est comme si ça avait été le super acte d'amour que j'attendais. En fait, ça a juste été un pur acte physique. Ouais. Ou alors après, par contre, je lui jette absolument pas la pierre parce que moi, pour le coup, j'étais inexpérimentée. Je pense que j'étais une magnifique étoile de mer. Il savait que vous étiez vierge quand. Ah, mais complètement. Donc, il aurait quand même pu être un petit peu plus prévenant. Enfin, je veux dire. C'est un homme qui avait 30 ans. Enfin, vous voyez, j'entends bien ce que vous dites, mais lui, sachant que vous étiez vierge, aurait quand même pu être un peu plus doux et un peu plus caressant avant de vous pénétrer. Pour laisser justement votre peur s'estomper et que vous vous détendiez et que justement la pénétration soit moins douloureuse. Alors, je peux vous dire quelque chose, Brigitte, à ce niveau-là? Vous pouvez tout nous dire. Oh, merci. Justement, cette première fois a vraiment été très très bof et vulgairement parlant, je pense que j'ai eu un homme qui s'est purement vidé les couilles. Pardon de vous parler comme ça, mais c'est le sentiment que j'ai. Par contre, cette première fois a été un élément très 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 marquant dans ma vie parce que, et je vous explique pourquoi, et pardon, je vais peut-être aller un petit peu dans un domaine un petit peu plus étroit pour le coup, c'est que en fait, grâce à cet acte, je me suis aperçue que ce n'était pas la première fois pour moi. Je n'ai pas eu mal, je n'ai pas saigné, il m'a pénétré très facilement. Et en fait, j'avais des doutes à cet âge-là, mais on n'en parlait pas comme maintenant. Mais après, ça s'est vérifié des années après, mais j'avais été victime d'inceste petite. Et en fait, donc vous n'étiez plus vierge, oui. Je n'étais plus vierge, mais à l'époque j'avais des doutes, mais quand on est jeune et puis on peut penser qu'on se fait des films et ça a été un parcours de 30 ans, mais en fait je n'étais plus vierge, voilà. Mais par contre, autant avec cet homme ça a été bof, mais ça a été pour moi le point de départ de cette quête et de cette recherche et de ce travail qui a été fait après. Alors, vous dites quelque chose d'important parce qu'à cette époque-là, comme vous dites, on parlait très peu d'abus sexuels, d'inceste, etc. Mais au moment où vous avez eu cette soi-disant première fois, il y a certainement eu un tout petit réveil traumatique qui n'était pas suffisamment fort pour que vous puissiez tout de suite réaliser, mais en tout cas ça a déclenché le début de cette mémoire traumatique, je suppose. Vous en aviez totalement perdu enfin, vous aviez pas. Vous dites j'avais des doutes, mais il y avait un souvenir, il y avait des choses par rapport à cela ou non? Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand ça s'est passé, j'avais 3-4 ans. Oui. Et je n'avais aucune image sexuelle, mais 1 an auparavant, ma mère avait dû être hospitalisée à plusieurs kilomètres de chez moi. Et pendant 8 jours, j'étais avec mon père. Ce n'est pas mon père, hein, dont j'étais... voilà. C'était votre beau-père, oui.
C'était son beau-père à lui. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant les 8 jours où ma mère était absente, tous les soirs, la nuit, j'avais qu'une trouille, c'est qu'on vient de me violer. Alors qu'à l'époque, on n'en parlait pas. Bien et sûr. j'étais tétanisée et morte de trouille. Et c'est là où j'ai eu ce premier truc en me disant, mais c'est pas... Surtout que mon père n'a jamais eu aucun regard, aucun geste, rien du tout. Et c'est à ce moment-là où en fait je me suis dit, mais est-ce que tu es folle, est-ce que tu as un problème? Et quand 1 an plus tard j'ai fait l'amour, où on m'a baisé, parler comme ça, et là je me suis dit, mais t'as pas eu mal, t'as pas saigné, et c'est là où en fait ça a confirmé, c'est comme ça que c'est venu à moi. Je suis désolée, je peux paraître un petit peu compliquée, Non, pardonnez-moi. C'est même très bien que vous le racontiez comme ça. Cette prise, ce que vous évoquez Brigitte à l'instant, sûrement, c'est très possible que cette première fois, entre guillemets, qui n'est pas la première fois, réveille des choses que vous aviez pas forcément en mémoire. Et avant que vous racontiez ça, vous voyez, j'allais dire ceci. Ça montre bien, lorsque vous disiez ce que vous aviez rêvé, ça montre bien que la première fois, c'est jamais la première fois, il y a toujours une première fois imaginaire. Mais cette première fois imaginaire, qui était, d'ailleurs vous le dites bien, c'est plus que romantique, il fallait qu'il y ait un contexte amoureux. Ça fait penser à ce qui se construit lorsque on vit, lorsqu'une fille, un petit enfant va vivre un espèce de clivage qui va être protecteur. C'est qu'il y a d'un côté l'acte qui s'est passé à son insu, et il y a toute la part imaginaire réparatrice qui toujours est de l'ordre de l'amour vrai. C'est par exemple, il y a qu'à voir de quelle façon on se détourne du baiser et autres. Vous avez rêvé un amour total et vous n'avez pas pu le vivre facilement parce que ça s'est trouvé s'entrechoqué avec vos souvenirs. On va revenir sur votre témoignage, Dana, dans un instant. On fait une petite pause. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On continue à évoquer la première fois. Philippe Breneau, le témoignage de Dana, évidemment, est important parce qu'on sait malheureusement le nombre d'enfants abusés et qui ne s'en souviennent pas forcément quand ils ont leur première fois et qui ne s'en souviennent parfois que très tard. Et donc Dana, merci de votre témoignage. Moi, j'ai presque envie de dire, Dana, que quelque part vous ratez votre première fois parce que justement c'est pas votre première fois. Oui. Est-ce que ça vous parle, ça, ou pas? Oui, complètement. Complètement, voilà, parce que tout a été faussé dès le départ, d'ailleurs. Absolument. Et c'est ainsi. Et voyez, on vous a volé. Encore une fois, moi, je j'ai pas de pitié et j'ai pas d'excuses pour ces mecs qui sont capables. Parce qu'on vous a volé quelque chose. On vous a volé votre intimité. Et donc après, vous avez fait ce que vous avez pu. Et puis j'imagine ensuite qu'il y a eu un travail pour que vous puissiez en parler de manière relativement sereine. C'est qu'il y a eu beaucoup de travail. Il y a quelque chose, je le dis avec réserve, en un tout petit mot, mais c'est vrai que souvent, la psychanalyse a exagéré lorsqu'elle a dit « ensuite vous l'avez peut-être cherché ». C'est-à-dire que peut-être qu'une part de vous qui voulait se rappeler ça a trouvé quelqu'un qui n'était pas le plus grand amoureux. Il fallait que ce souvenir se réveille. C'est peut-être pas impossible, mais en tout cas, ça montre bien que vous l'avez sûrement dépassé par la suite. Mais il fallait cette prise de conscience de quelque chose qui est quand même terrible. Et merci de ce témoignage. Il est étonnant, mais il est très vrai. C'est moi qui vous remercie. Est-ce que je peux ajouter juste une chose à propos de la sexualité, justement? Bien sûr, Dana. J'ai un fils qui a 26 ans
Oui. Et justement, lui, il est né en plein dans l'ère du porno, d'internet, ces choses comme ça. Et j'espère que ça n'a pas été du tout malsain ce que j'ai fait, mais aux prémices de la sexualité, je l'ai justement encouragé à lire de la littérature érotique. Et vous savez, la vieille littérature érotique d'époque, parce que justement, je voulais qu'il respecte la femme, qu'il sache que c'est de faire l'amour. On peut faire l'amour, on peut baiser, mais on doit respecter, et faire l'amour, c'est un échange, et ce sont des caresses, ce sont pas mal de choses. Alors en tant que maman, je pouvais pas lui parler de ça et je pouvais pas développer. Je vais vous dire, Dana, ça me paraît une excellente bonne idée, et j'avoue que je la retrouverai de temps en temps, je la reconseillerai, parce que l'avantage de la littérature érotique, c'est que ça laisse de la place à son imaginaire. Oui. Et donc, grâce à la lecture érotique, il a pu imaginer et peut-être se créer son propre vécu sexuel. L'amant de Lady Chatterley ou des choses tout à fait classiques, alors que les images imposent une réalité qui n'est pas forcément seulement à vivre. Merci beaucoup de ce conseil. Merci à vous en tout cas, et je vous souhaite de belles vacances. Merci Dana, merci beaucoup. On continue avec Delphine. Bonjour Delphine. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Delphine, oui. Et donc vous, ça reste un bon souvenir, je crois, hein, votre première fois. Oui, moi ça reste un bon souvenir. Alors j'ai écouté le témoignage de Dana juste avant, il m'a beaucoup touchée. Et vous allez comprendre pourquoi en fait, avec mon témoignage. Parce que moi j'ai eu la chance de vivre une première fois complètement, j'ai envie de dire, alors pas idyllique, parce que bon, une première fois on est toujours un peu maladroit, mais idyllique par rapport à mes attentes de l'époque. Parce que justement, moi j'avais vécu un traumatisme avant, dont j'avais conscience, puisque j'avais eu la chance de passer au tribunal. Enfin, il y a une première phase de réparation qui était passée, en fait, et un premier travail sur moi, bien que très jeune, qui avait été fait. Et j'ai eu la chance de rencontrer un jeune homme qui, sans savoir toute cette histoire qui m'appartenait, a, on va dire, réuni tous les ingrédients pour que par rapport à la blessure que j'avais vécue, le moment soit idyllique, dans le sens où voilà, on avait 19 ans, alors moi j'avais 19 ans, il avait 20 ans, ses parents étaient en vacances, ils habitaient dans une maison où sa chambre à lui était un petit peu décalée de la maison, dans une aile un peu décalée, et on avait toute la maison pour nous. Donc j'ai eu droit au petit dîner dehors sur le petit bord de terrasse, la petite chambre à coucher avec les bougies. Soirée romantique, des vrais préliminaires. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'était très mignon. Enfin, aujourd'hui, je le vois à la lumière de mes 44 ans, et avec voilà, mais c'était très mignon, et ça s'est très bien passé avec toute la maladresse qui était la nôtre. Oui. Et c'était sa première fois aussi ? Oui. D'accord. Oui. Oui. Mais alors, il est très fort pour avoir amené tout le contexte, hein, ce romantisme-là, qui est ce que les Américains appellent le romantic love, ouais. Alors, ce qu'il m'a confié après, c'est qu'il s'était documenté un peu. C'est pas grave, c'est bien. Mais au contraire, enfin, moi j'ai trouvé que le geste du coup était encore plus beau. Du coup, parce que ça veut dire qu'il l'avait réfléchi, prémédité, imaginé. Oui, et il voulait surtout pas rater, donc il a cherché des inspirations. Donc c'est très bien, c'est très bien. Ouais. C'était un Vincent, et Vincent, je sais pas si des fois ses oreilles traînent derrière une radio, mais si ses oreilles traînent derrière une radio, je lui fais un clin d'œil, parce que il y a une chanson de Jean-Jacques Goldman qui s'appelle Je voudrais vous revoir. Moi, quand j'écoute cette chanson, j'ai toujours beaucoup de tendresse à l'égard de ce garçon, parce que c'était des rendez-vous manqués. On s'est rencontrés à deux fois dans notre vie, et on n'était jamais synchro dans nos attentes. C'est-à-dire, la première fois on s'est rencontrés, voilà, on a vécu notre première fois tous les deux. On s'est quittés parce que je n'étais pas prête à aller plus loin. Non, il n'était pas prêt à aller plus loin dans l'engagement, alors que moi j'étais très très amoureuse. On s'est retrouvés quelques temps après. Ça a encore été très fort au niveau de la vie intime, mais nos chemins se sont écartés parce que c'est moi cette fois-là qui était pas prête, plus prête en tout cas, et en fait ça reste un très beau souvenir. Donc je trouvais que c'était chouette, après le témoignage de Dana, de dire que
C'est possible en fait, malgré le fait que on vive des choses douloureuses dans sa vie, de vivre aussi des choses très belles. Je ne veux pas être indiscrète, mais en même temps, je pense que c'est ce qui intéresse aussi ceux qui nous écoutent. Vous aviez donc eu un viol, j'imagine. Oui, moi j'ai été abusée. Ouais, moi j'ai été abusée par un de mes oncles de 12 à 16 ans en fait. Ah oui, quand même, c'est pas rien. Mais vous avez pu en parler et donc il y a eu. Et en fait. L'année de mes 16 ans, mes notes ont fait une chute drastique qui ont fait que ma maman m'a emmenée chez le médecin. Le médecin a fait un travail absolument incroyable parce que c'est lui qui a fait le signalement au procureur de la République. Et à la suite de quoi, alors j'ai été embarquée dans plein de choses à laquelle je m'attendais pas par rapport à l'instruction, etc. C'était très difficile. Et puis il était exclu à ce moment-là de ma vie que j'ai une vie amoureuse, parce que c'était complètement. Avant de rencontrer ce garçon, pour tout vous dire, j'étais presque prête à rentrer dans les ordres avec ce que j'ai vécu et tout ça. C'était compliqué dans ma tête. Et dans la vie aussi d'ailleurs, pas que dans ma tête. Et puis finalement, j'ai rencontré ce garçon qui a été très tendre, voilà, qui a fait preuve de beaucoup d'attention et d'écoute et de patience. Et ça a donné un joli souvenir pour moi. Donc ça reste un souvenir très tendre. Et ça semblerait même avoir bien réparé justement vos abus antécédents. Et oui. Simplement, moi, je remarque une chose, un mot que vous avez utilisé tout à l'heure, alors que tout à l'heure on ne savait pas ce que vous venez d'évoquer à l'instant. Ça a été magnifique malgré nos maladresses. Alors, les maladresses, c'est ce qui va arriver à deux personnes qui commencent leur sexualité. Mais ça voulait bien dire que vous commenciez votre sexualité là, même si il y avait eu des choses qui s'étaient passées, vous dites assez longtemps, il y avait une maladresse. C'est-à-dire, c'est la première fois que vous étiez avec quelqu'un de votre âge et tout un tas de gestes que vous découvriez. Il y a toujours une vraie première fois, même s'il y a eu des choses délétères. C'est la première fois où vous faites l'amour, en fait. Ah oui. Et c'était le début de votre vraie vie sexuelle. C'est comme le titre d'un livre, là. Je crois que c'est le jour où a commencé le premier jour de ma vie sexuelle. Oui, c'est ça. Avant, c'est pas une vie sexuelle. On devrait d'ailleurs trouver des mots parce que les abus sexuels, les agressions, ce n'est pas de la sexualité. Il faudrait qu'on trouve. C'est très intéressant. Vous voyez, vous nous faites penser à des choses auxquelles on n'a pas pensé. C'est le début de votre vie sexuelle. C'est avec ce garçon formidable qui vous amène un rêve et dans lequel vous commencez tous les deux avec vos maladresses. C'est tout simplement Philippe Bruno parce que avec Vincent, donc Delphine, puisqu'il s'appelle Vincent, utilisons son prénom. Avec Vincent, vous vous ouvrez, vous vous donnez. Avant, on vous prend. C'est pas du tout la même chose. Ah, mais c'est tellement juste ce que vous venez de dire. Oui. Et donc, il y a quelque part une partie de vous, heureusement, qui se protège et qui reste à vous, si je puis dire. Tandis qu'avec Vincent, vous êtes ouverte et vous vous êtes donnée. Je crois que c'est ça qu'il faut aussi comprendre. Et c'est pour ça que quand il y a... moi, j'ai vu récemment le film Le Consentement, qui est très bien d'ailleurs. Le film est très bien aussi. On voit bien quand il y a une histoire qui est plus ou moins d'amour avec emprise, là c'est dramatique parce que la pauvre Vanessa, elle se donne aussi, et c'est d'autant plus. Puis il y a tellement de complicité. C'est d'autant plus dramatique, tandis que Delphine, vous avez su quelque part ne pas vous donner à cet oncle, et là avec Vincent, vous donnez. Et il y a simplement une partie de vous qui s'est réservée, qui était prête à se réserver justement dans cette période où vous avez été prise pour vous donner à Vincent, et Vincent qui a été au contraire le révélateur et le début de votre vie sexuelle. Et vous avez raison de lui garder une petite pensée tendre parce qu'il a su vous faire le grand jeu, hein. Ouais, non, mais vraiment ça reste ça reste comme diraient les jeunes maintenant, une pépite, parce que je crois que c'est aussi sur la base de, et moi qui ai connu, vous voyez, des réminiscences de trauma il y a encore pas très longtemps, et dans certains moments où j'avais des difficultés à l'abandon, on pense pas à la personne mais on pense au souvenir, et le souvenir en fait réchauffe.
Et des fois, quand vous manquez un petit peu d'énergie, c'est comme quand on a des moments difficiles à affronter. Parfois, on repense à un bon souvenir parce que on peut y puiser quelque chose. Et c'est vraiment ça. Donc, je me dis quand même que du coup, c'était essentiellement de l'amour. Et c'est la vraie différence entre c'est la différence, comme le disait Dana tout à l'heure, entre faire l'amour et baiser, quoi. Voilà, tout simplement. C'est très trivial, mais je crois que c'est tellement vrai. Bien sûr, bien sûr. Merci Delphine, merci beaucoup. On continue grâce à vous, ces témoignages qui nous permettent à tous de mieux comprendre où on en est de notre sexualité. Ils sont beaux et complémentaires. Et on se retrouve dans un instant, 0826 300 300. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours avec Philippe Breneau, nous parlons de la première fois et on vous invite évidemment à nous raconter. Je crois que c'est Pauline maintenant qui est avec nous. Bonjour Pauline. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Oui, bonjour Pauline. Oui, la première fois, c'était pas terrible. Et en fait, je vous dis rapidement. En fait, j'étais un petit peu, j'étais avec une copine qui l'avait déjà fait, et moi j'avais envie que ce soit fait dans l'âge à l'époque 17 ans à peu près en moyenne. Je voulais que ce soit dans la norme en fait, en gros. Et en fait, par contre, je m'étais pas dit, tiens, il faut que je le fasse absolument, mais je m'étais quand même déjà mentalement j'étais un petit peu dans cet esprit-là. Et quand je suis sortie un soir avec cette amie, et il y avait un copain à elle et un autre copain, et sans crier garde, quasiment, très rapidement, je me suis retrouvée dans son lit, en fait. Et je voulais pas aller plus loin, je voulais juste flirter, mais en fait, il est quand même allé plus loin. Et j'ai pas dit non, j'ai pas dit oui. Et c'est bien des années après que j'ai compris que j'étais pas consentante en fait, parce qu'à l'époque je l'avais pas réalisé. Donc ça s'est pas bien passé parce que ça faisait mal, parce que c'était pas bien fait, que voilà. Vous n'étiez pas consentante, vous l'avez dit. Voilà. C'est vrai que encore une fois, ce qui est important à comprendre, c'est que vous faisiez partie de ces jeunes filles qui à un moment donné se disent allez, j'ai envie d'y passer, j'ai envie de me débarrasser. Et puis en même temps, vous acceptez quelque chose avec l'idée de pas aller trop loin, Et puis une fois qu'on est dans le feu de l'action, beaucoup de jeunes hommes ne savent pas s'arrêter et n'entendent pas ce que vous ne dites pas d'ailleurs, encore une fois. Oui, tout à fait. Je vous reproche rien. Vous avez raison. Vous avez été abusé. On est bien d'accord sur le. Mais je dis pas qu'il a fait. Enfin, si ça se trouve, il s'est pas rendu compte que vous n'étiez pas consentante. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que justement, vous avez fait l'étoile de mer et c'est toute la. Et je crois que c'est vrai qu'aujourd'hui, au moins, ces choses-là se parlent et se disent et je pense que moins de jeunes filles vont subir ce que vous avez subi. Parce que vous dites, je crois que c'est qu'il y a une quinzaine d'années, je ne sais pas combien ce que vous avez dit. C'était dans les années 90. Ouais, d'accord. Parce que on peut se demander, on n'en parlait pas. On peut se demander si aujourd'hui c'est très différent. Ça l'est sûrement, mais énormément d'hommes n'ont pas conscience. Et je ne les excuse pas en disant ça. Et ils n'ont pas conscience qu'ils vont au-delà du désir de la partenaire, dans la mesure où tiens, par exemple, le fait que je parlerai à leur place, le fait que tu sois très excitante m'encourage. Ça, c'est un vécu masculin, bien sûr. Qui nécessiterait un apprentissage, puisque la sexualité est apprise. Vous êtes en train de l'apprendre. C'est une première relation. Même si pour lui ça l'est pas forcément, eh bien il y a quelque chose à apprendre. Moi je crois que c'est l'école qui devrait le faire. Je vais être peut-être un peu plus indulgente, Philippe Breneau, parce que je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on est ado, qu'on soit jeune fille ou jeune garçon d'ailleurs, on projette ce qu'on ressent et ce qu'on est sur l'autre, parce que c'est comme ça. Il faut du temps avant de comprendre que l'autre c'est pas nous.
et je pense que pour aussi bien des jeunes filles qui croient que le garçon est amoureux parce qu'elles sont amoureuses, c'est vrai. eh bien le jeune homme il croit qu'elle a envie parce qu'il a envie. Voilà, je fais un peu un résumé. Sauf que le terme envie, je pense que ça veut pas dire la même chose chez les garçons et chez les filles. De même que le terme amoureux ne veut pas dire la même chose. C'est bien pour ça que j'ai pris ces deux exemples bien spécifiques du masculin et du féminin. Excusez-nous, Pauline, allez-y. Non, je me souviens maintenant, ça me revient que je lui disais, on va quand même pas faire ça. Oui. Et qui me disait, mais si, ça va aller. Alors, en plus, moi, qui était quand même pas, qui était plutôt une fille romantique, avec quand même, d'un coup, je me retrouve avec un gars que je connais pas que je viens de rencontrer, et je me retrouve dans son lit, et et l'ironie de l'histoire, enfin, je me rappelle au petit matin, je suis sortie toute seule dans la rue, avec la capote. Vraiment le tableau. Mais vous voyez, la chose qu'on a envie de dire aux jeunes filles qui peut-être nous écoutent, pourquoi vous n'allez pas dans un lit avec un garçon si vous n'avez pas envie de vous faire sauter, quoi? Je crois qu'on flirtait, de mémoire, on flirtait, mais vous savez, les fleurs poussées, mais en fait, en plus, alors bon, je précise quand même, quand j'en ai parlé à ma mère, elle m'a dit, c'est dommage de ne pas avoir fait ça avec quelqu'un que tu aimes. Et par contre, je me souviens pas en avoir été traumatisée, si vous voulez. Oui, bien par sûr. contre, je me suis rendu compte que, alors le deuxième, c'était une relation sérieuse, mais lui, il me forçait un peu. Donc, je me rappelle me forcer, même quand j'en avais pas envie. Et je me demande quand même si ça m'a pas bloqué au niveau de la sensualité, parce qu'il était assez brutal. Enfin, brutal. Il ne tapait pas, mais il était pas du tout ni dans les préliminaires, ni dans la douceur. Et je pense que ça m'a un peu bloqué au niveau découverte de la sensualité, on va dire. Oui, alors vous dites bloqué. Moi, je dirais, ça vous a malheureusement, ça vous a construit. C'est-à-dire que comme on part de zéro, entre guillemets, non, est-ce que vous aviez une grande habitude de vous-même, c'est-à-dire de sexualité avec vous-même auparavant? Une grande habitude. Est-ce que vous vous masturbiez? Oui, j'avais compris. Oui, je l'ai fait. Je l'ai fait. Un peu ou pas du pas tout? De manière peu, pas de manière excessive, mais oui, un peu. Parce que si vous voulez, qu'est-ce qui va rester en mémoire? C'est d'abord les gestes avec soi-même, ça se met dans notre propre mémoire, et puis il va y avoir ces gestes, comme vous dites, ils n'étaient pas violents, mais c'était un petit peu brusque, ça manquait de prévention, ainsi de suite, et ça a façonné, ça a construit les choses d'une certaine façon qui est différente. Le paradoxe, tenez, je voulais le dire aujourd'hui, je veux le dire là. Le paradoxe de notre sexualité qui est totalement apprise. C'est qu'une des meilleures sexualités, moi j'ai entendu très souvent cela, de personnes qui ne se consultent jamais, c'est que je vois dans des couples, lorsque l'un a une difficulté, et par exemple que la femme n'en a pas, et je vais quand même parler avec elle de l'intimité. Et beaucoup m'ont raconté, j'ai une sexualité formidable qui fait que bon, ça me pose pas trop de problèmes. Et à l'âge de 18 ans, j'ai été initié par un ami de mes parents, ils ne le savent pas, et c'est-à-dire que c'est une initiation qui s'est faite avec quelqu'un qui avait une grande expérience, qui a dit sois tranquille, on va passer l'après-midi, on y va doucement, tu en fais autre chose. C'est-à-dire des conditions qui ne sont pas celles, on disait tout à l'heure, des maladresses normales qu'on a au début. Alors on peut pas du tout donner ça comme un modèle, c'est évident. Non, on n'emmène plus les jeunes garçons au bordel avec des putes qui sont des bonnes maîtresses. Mais c'est très vrai que apprenez à conduire avec quelqu'un qui sait pas conduire, on va dans le mur. C'est-à-dire, et je le dis très souvent à mes patients, le paradoxe, c'est qu'on est obligé d'apprendre la sexualité avec quelqu'un qui ne la connaît pas, et on ne sait pas que tout est appris, et donc va nous construire. C'est le grand paradoxe. Alors, le porno, quelquefois, quand il est bien fait, s'il y avait un porno de caresse et ainsi de suite, ça pourrait y participer. Maintenant, il y a un petit peu d'éducation sexuelle, mais il n'y en a pas beaucoup. Vous voyez, le grand paradoxe, c'est que on est en train d'apprendre et on le sait pas. On nous jette dans le grand bain alors qu'on ne sait pas encore nager. Voilà, c'est un peu ça.
je croyais que je revenais juste sur ce que vous vous disiez en prie, par rapport allez-y. à se retrouver dans le lit. En fait, moi, on m'avait pas, on me parlait pas de on m'a pas prévenu en me disant voilà comment ça se passe, comment ça va se passer. J'étais pas naïve, je savais bien que voilà. Puis j'avais pas des parents coincés, quoi. Hein. Mais pour eux, c'était pas un problème. Et je pense que parce que c'était pas un problème, ils m'en ont pas parlé. Mais je dirais même que c'est étonnant que votre mère ait juste dit c'est dommage que tu n'aies pas fait ça avec quelqu'un que tu aimes. Parce que pour toi, c'est dommage, oui. Elle n'a pas pris conscience non plus que. Elle n'a pas dramatisé, non. Oui. Alors peut-être que c'est bien aussi. Elle a été pucelée par un homme beaucoup plus âgé qu'elle. Je pense que franchement, en fait, les années 70, une génération. Vous ne l'avez pas vécu comme négatif, ce qu'a dit votre mère. Mais d'ailleurs, Pauline, visiblement, vous l'avez pas vécu comme négatif, mais en même temps, vous avez raison, vous n'étiez pas consentante, et c'est là où on voit, quoi qu'on en dise, que quand même, on avance sur la compréhension de ce que c'est que la première fois, et c'est tant mieux, c'est tant mieux. Alors, merci beaucoup de votre témoignage, en tout cas, Pauline. Merci beaucoup. On continue après les infos. J'espère qu'il y a des hommes aussi qui vont parler de leur première fois, parce que c'est intéressant aussi d'avoir la version masculine. Alors, elle me fait beaucoup rire, cette devinette. Je vous la propose. Je vais encore pas la trouver. Non, je pense pas que vous la trouverez, parce que celle-là, il faut vraiment... Je ne sais plus où est-ce que je l'ai trouvée, mais il fallait la trouver. Quelle est la différence entre un intellectuel et un homosexuel ? Vous avez le temps des infos pour me la donner, bien sûr, Philippe Bruno. Et je vous invite à nous rejoindre, 0826 300 300. Venez vous aussi nous parler de votre première fois. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous continuons avec Philippe Bruno, anthropologue, sexologue. Je rappelle, Philippe Bruno, vous avez beaucoup écrit, étudié sur la sexualité. Je vous dois d'ailleurs quelques lectures, quelques livres que vous m'avez conseillés et qui m'ont aussi construite. Je vous rends cet hommage. Vous faites partie de mes maîtres. Ça n'a rien de sexuel, c'est de la sexologie, ce n'est pas la même chose. Merci Brigitte. Et donc j'en profite pour vous remercier parce que c'est pour ça que j'ai eu envie d'aborder ce sujet avec vous, parce que je savais très bien que vous alliez nous donner beaucoup d'informations. Notre première fois nous construit et on va voir, puisque c'est Mathieu qui est avec nous dans un instant, on va voir ce que disent les hommes. Oui. Alors, ma devinette, quelle est la différence entre un intellectuel et un homosexuel ? Vous n'avez aucune idée, évidemment. C'est que tous les intellectuels ne sont pas homosexuels, mais... tous les homosexuels sont intellectuels. Ah bon, vous croyez, vous avez remarqué ça, vous ? Souvent, je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui va croire ce que vous venez de dire. Je viens à l'instant d'essayer de trouver une réponse. Alors, écoutez bien, parce que je la trouve très jolie, cette devinette. L'intellectuel a le petit Larousse dans la tête, l'homo a le petit Robert dans le cul. Reconnaissez qu'elle est très drôle. J'avoue que... il fallait la trouver. Mais je vous remercie, c'était vraiment introuvable. Non, c'était totalement introuvable. Et moi, c'est des devinettes qui me font rire. Parce que je me dis quand même, celui qui l'a trouvé, parce que c'est pas moi qui l'ai trouvé, celle-là. Ouais, c'est un truc de 11 ans, et comme j'ai 11 ans, ça va très bien. Voilà. Allez. Bonjour Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Je ris avec vous. Oui. Heureusement. Bah oui, il faut. C'est fait alors, pour ça. Alors, dites-nous votre première fois, tiens. Déjà, je suis heureux d'être le premier homme à participer à l'émission. Oui, donc, ça met un peu de pression, mais... Et nous, on a la chance d'avoir le témoignage de la première fois du premier homme. Et c'était pas avec Robert. Non, c'était avec Ève. Oui, alors moi, pour vous raconter ma première fois, moi j'ai eu ma première fois avec une prostituée. C'était un choix de votre part on va dire un choix par défaut. Moi j'ai. Non, mais ça pourrait être des copains, ça pourrait être votre père. Non, en fait, moi j'ai dans mon enfance, et surtout la période d'adolescence a été très difficile pour moi. J'ai beaucoup vécu dans le rejet, donc j'avais très peu de vie sociale, très peu d'amis et encore moins de copines.
Et quand vous dites dans le rejet, c'est-à-dire que de vos parents, hein, vous aviez le sentiment, vous aviez la blessure de rejet. Non, pas du tout. L'avis de rejet vis-à-vis de la vie sociale, en fait. J'avais pas d'amis. J'avais très peu d'amis et j'avais pas de copine du tout, en fait. Donc j'étais un solitaire, en fait. Donc, un peu isolé de vous êtes fils unique, vous êtes enfant unique? Non, pas du tout. Non, je suis l'aîné j'ai un frère et une sœur et je suis l'aîné. On est 3. D'accord. C'est-à-dire que vous étiez plutôt resserré, la famille sur elle-même, sans trop d'amis ou... En fait, non. J'avais une culture orientale, hein, donc très traditionnelle, très... Bon, après, je pense que j'ai été rejeté par ma différence, donc moi je l'ai vécu comme ça. Orientale, c'est-à-dire, si c'est pas indiscret? Culture traditionnelle musulmane, donc... Oui. Voilà, et après, bon, j'ai fréquenté un collège privé, catholique, donc plutôt bourgeois, catho. Oui. Moi, voilà, issu fils d'immigrés, donc, voilà, j'étais différent, et donc, j'ai toujours été rejeté. D'accord. Voilà. Je crois à la fois vous vous sentiez différent, et à la fois on sentait que vous vous sentiez différent, et on en a profité pour vous rejeter. Ouais. Bien sûr, oui. Donc voilà, les filles, c'était compliqué, très très compliqué. Donc après le par défaut c'était une prostituée, donc j'avais je crois 17-18 ans et j'ai fait ça vraiment Donc c'est vous qui vous dites bon il faut que je me jette dans le bain, ça suffit. Il n'y a pas eu un copain ou quelqu'un qui vous a soufflé l'idée? Non, en fait j'ai eu quelques flirts mais vraiment c'était pas des filles qui me plaisaient, c'était pas trop mon style, c'était vraiment et quand ça devait arriver en fait limite je perdais mes moyens, j'étais stressé, j'étais pas à l'aise on transpire et on se dit oh là là ça va pas le faire. J'ai jamais non mais réussi à conclure. Attendez, c'est pas une mauvaise idée du tout d'aller voir une prostituée et donc vous l'avez choisie en fonction de quels critères, son physique, le prix, moi je veux tout savoir Mathieu. Oui. Mais en fait, Brigitte, pour tout vous dire. Mais je veux bien que vous me disiez tout. Je vous adore, mais je vous adore. Vous allez au fond des choses. J'apprécie. J'adore votre spontanéité. Pour tout vous dire, Brigitte, moi je suis d'origine tunisienne. Moi, j'étais en vacances en Tunisie. Ah oui. Ouais. Et je suis parti en Tunisie. Et il y a un petit bordel en Tunisie, donc je suis allé. Et voilà, en fait, j'ai commencé à explorer en fait le petit quartier qui est dédié à ça. Et après, voilà, en flânant, je suis rentré. À un moment donné, il y a une fille qui m'a plu et ça s'est fait comme ça en fait. Ah oui, donc donc c'était quand même une femme qui vous plaisait la première fois. Oui, mais honnêtement, Brigitte, je vous dis aussi à vous, Philippe, c'était pas génial parce que. Oui, bien sûr, mais c'était une première fois. Ouais. Il l'a fallu. Mais pourquoi c'était pas génial? Parce qu'elle n'était pas suffisamment attentionnée? Elle savait peut-être pas que c'était votre première fois? Non, ça n'a rien à voir avec elle. En fait, non, c'est par rapport à moi. J'ai écouté les témoignages là, beaucoup de symbolique, beaucoup de romantisme, et j'étais vraiment j'étais aussi dans cet état d'esprit. Et moi qui étais, je parle au passé, mais en fait c'est toujours le cas. Je suis un grand sensible, et je voulais vraiment un truc symbolique, je voulais un truc romantique et tout, et par rapport au contexte, je l'ai pas eu. Oui, ça avec une pute, excusez-moi, on peut pas avoir un truc romantique, Mathieu. C'est ça. Alors après. Mais alors Mathieu, vous êtes né en France ou en Tunisie? Oui, je suis né en France. Ça fait penser à une chose. Mes arrière-grands-pères, par exemple, ont tous commencé leur vie sexuelle avec une prostituée. Pour une raison simple, c'était dans un milieu, dans la tradition arrière-grand-père, hein, ça dépendait à quelle génération. Et c'est pour ça que ce n'est pas en France. Alors vous êtes né en France, vous n'êtes pas allé dans un bordel, le petit bordel qu'il pouvait y avoir, parce qu'il y en a, ça existe toujours en France. Pas Peut-être vraiment, pas sous terme de bordel, mais vous auriez pu voir une prostituée en France. Non, c'était au pays, vous revenez, et là on est plus dans la tradition, dans lequel les hommes, avant le mariage,
mariage, vont épouser d'abord une femme qui est vierge, mais auparavant, lorsqu'on a fait des études sur les enquêtes sur la sexualité, il y a un siècle, par exemple, dans la France francophone, France octogonale, vous aviez 90% pratiquement de la sexualité des hommes commençait par une prostituée. En général, c'était dans une permission lors du service militaire. C'était les premières expériences. Aujourd'hui, en France, je crois qu'il y a 1% à peu près des jeunes Français qui commencent la sexualité avec une prostituée. Donc ça a complètement changé. Mais vous êtes allé vous rassurer, et il fallait ça à un moment donné. Vous dites, vous êtes allé vous rassurer, même comme vous le dites, si c'était pas une relation romantique, c'était autre chose. Mais en fait, ça compte pas. C'est pas une première fois. C'était avec qui la première fois alors, Mathieu? Eh oui, voilà. Ben, ce qui s'est passé, après je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai fait vraiment un gros travail sur moi, où j'ai dépassé vraiment ce rejet vis-à-vis des autres, et en fait je suis allé auprès de mes propres atouts, de mes propres ressources, donc ça a mis du temps, mais finalement j'ai évité cette position de victime, et en fait je me suis pris en main en fait, et en fait je mets beaucoup d'importance sur la sexualité, la tendresse, et comme je vous disais, je suis un grand romantique. Donc voilà, maintenant je me suis affirmé finalement, et par mon affirmation de mon soi, j'ai su en fait vous avez dépassé vos complexes et vos craintes. Mais il s'est passé combien de temps entre à 17 ans cette prostituée et puis après la première fois où... J'ai jamais réfléchi à tous ces détails-là, mais en fait ça s'est fait au fur et à mesure, hein. Ça a été un long cheminement. Aujourd'hui, maintenant, j'ai fêté mes 43 ans là hier, donc donc ça a été vraiment progressif. Mais honnêtement, j'ai pas de regrets. Vraiment, j'ai pas de regrets avec tout ça. Mais au contraire. Ça fait partie de mon histoire, et c'est ça, je pense, qui m'a permis aussi de passer ces étapes et d'évoluer finalement. Mais Mathieu, vous avez eu l'intelligence. Ah ben moi je pense que ça a certainement été utile, parce que ça vous a fait devenir un homme au sens symbolique, hein, vous parliez du symbole. Une fois qu'on est plus puceau, on est plus puceau, et ça donne une petite confiance en soi malgré tout. J'ai pu le faire, voilà, donc je pense que ça a été une libération. J'ai ressenti comme une libération finalement. Absolument. Et puis vous dites bien qu'avant vous ressentiez comme un rejet, comme si les autres vous rejetaient, et en fait, par votre réflexion sur vous, votre travail sur vous, vous êtes rendu compte que les gens vous rejetaient pas, mais c'était l'impression qu'on a quand on est... Hein, et alors cette deuxième fois, c'était longtemps après pour avoir une idée. Il veut pas 1 an, 2 ans, bon allez. C'est pas grave. Il faudrait toute une émission pour ça, donc j'ai pas rentré dans les détails. Merci beaucoup. Bon, on fera prochainement une émission sur la deuxième fois, et vous serez obligé de témoigner. Avec plaisir, comptez sur moi. Merci Mathieu. En tout cas, si c'était hier votre anniversaire, vous êtes un cancer, donc c'est normal, ils sont sensibles, les cancers. Merci Brigitte, je vous embrasse. Merci. Moi aussi, merci Mathieu. Dans un instant, c'est Christophe. Vous voyez que les hommes aussi témoignent. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. J'adore vous entendre, j'adore les multiplex, j'adore, franchement, chapeau. Sud Radio, la radio du rugby. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Breneau est avec nous, sexothérapeute et évidemment auteur de nombreux livres. Le dernier, je l'ai dit, c'est Éloge de la masturbation aux éditions Les Arènes. Et l'avant-dernier, c'est un roman, Taxithérapie, qui était sorti chez Serge Safran. Si vous avez envie de lire un roman cet été, pourquoi pas. Christophe, bonjour. Bonjour Brigitte. Bonjour Christophe. Eh bien, on vous écoute Christophe, racontez-nous. Alors d'abord, je voulais vous remercier parce que le fait d'écouter votre émission, ça a rappelé les premiers émois de ma première fois. Donc merci à vous. Mais moi, c'était lors d'un voyage au Brésil. J'avais 21 ans et c'était à Belém exactement. Ça avait commencé dans un petit parc, dans un bar, voilà, avec une demoiselle. On était plusieurs. C'était une touriste, Non, c'était une brésilienne avec des formes magnifiques. Elle bougeait quand elle dansait de partout, et des sensations que j'avais jamais ressenties. C'est joli. Ah oui. Non, vous avez dit elle bougeait quand elle dansait de partout. C'est joli parce qu'elle dansait de partout.
Exactement. C'était la sensation que j'avais. Et puis alors, collé, serré, à l'époque, je savais pas que ça existait. C'était les années 90, début des années 90. Voilà, donc moi j'avais... Assez tard, hein, votre première fois à 21 ans. Mais j'étais timide. Timide, je m'étais renseigné avec de la lecture, avec des revues. J'avais vu quelques films pornographiques, mais très peu. 3 ou 4, je crois. Voilà, c'était les cassettes VHS qu'on se passait sous le manteau. Et c'est surtout qu'elle était beaucoup plus vieille que moi. Donc elle devait avoir pas loin de 30 ans, je pense. Je lui ai jamais demandé son âge. Oui, très vieille. Hein. Oui, mais par rapport, voilà. Non, mais c'est drôle, oui. Et ça avait commencé avec du flirt. Voilà, de la danse. Et puis je me rappelle, on avait pris un taxi, il y avait sa cousine qui est venue avec nous, qui dormait ensemble, voilà. Elle travaillait dans une parfumerie, bref, c'était magnifique. Et ça a été une nuit exceptionnelle, parce que j'ai découvert le corps de la femme, sa sensualité, le toucher de la peau, les parfums, les odeurs, c'était extraordinaire. Et alors ça a été une nuit de rêve. Voilà, le lendemain, j'avais des obligations, donc on a dû se quitter. Elle m'avait ramené en taxi. Et le soir, après avoir fini ce que j'avais à faire, elle m'attendait en bas de l'hôtel. Et on a passé une deuxième nuit extraordinaire. Et là, comme dans un rêve, il y a sa cousine qui nous a rejoints. Donc cette première fois... vous avez fait coup double, si je comprends bien. Mais je l'ai pas fait exprès, entre guillemets, ça m'est tombé dessus. Et c'était exceptionnel. On va vous plaindre, voilà. Christophe. Ah non, je me plains pas du tout, au contraire. Donc moi, ça me laisse un souvenir impérissable. Voilà, c'est l'expérience. Voilà, moi je savais pas grand-chose, si ce n'est que de la littérature, etc. Mais voilà, elle a dû calmer ma voracité peut-être à des moments. Je me rappelle, ça c'était assez drôle. Voilà, je voulais aller partout, toucher partout, goûter partout. Et c'était fabuleux. Voilà, mais on entend donc c'était une femme qui était sensuelle, qui était certainement très bien dans son corps, très à l'aise, et qui donc ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure, Philippe Bruneau, c'était une initiatrice. Exactement. Mais bien sûr, et quand vous dites là, vous avez passé ces deux nuits, parce que c'est quand même un début de la sexualité qui est inhabituel, qui est un peu exceptionnel. Est-ce que votre vie sexuelle par la suite du moins, est-ce que ça a marqué d'une certaine façon votre vie sexuelle ensuite? Est-ce que ça l'a libéré peut-être? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ça m'a marqué, ça m'a libéré, et je suis définitivement amoureux des femmes latines. Voilà. Oui, j'allais dire. Avec mon épouse, elle est d'origine vénézuélienne. Il y a quelque chose qui a réveillé. Alors j'ai attendu longtemps, 21 ans peut-être c'est tard, mais ça valait le coup. Oui, alors peut-être, je reprends le terme que j'évoquais tout à l'heure, ça vous a construit d'une certaine façon. Cette première fois, qu'elle soit malheureusement négative, on en avait parlé, qu'elle soit très encourageante, très positive, elle va nous construire c'est une première ligne de base sur laquelle on va rajouter des expériences. Alors vous allez être un petit peu dans la même lignée, puisque vous trouvez un charme sud-américain ou en tout cas latino, mais vraiment ces expériences nous construisent. Ah oui, c'est évident. Ça m'a ouvert les portes sur la sexualité d'une façon que je pensais jamais que ça pouvait exister. Voilà, c'est la nouveauté. Alors avec le recul, je me suis aperçu que j'avais été maladroit quelquefois, mais c'était vraiment très sensuel. C'est-à-dire que j'avais une initiatrice, une femme qui avait de l'expérience. Oui. Avec Français, parce que ça aussi, ça avait été surprenant, voilà, je le dis. On avait cette réputation-là, voilà, d'être des lovers et bien, donc ça tombait très bien pour moi. Vous êtes révélé être un lover, voilà, alors que vous ne le saviez pas. J'ai toujours été romantique, et je le suis encore. C'est-à-dire que j'entendais votre témoignage sur une première fois avec des bougies, j'aime ça. J'aime cette idée de tout le décorum qu'il y a autour, avant des actes, de le mettre en place. Alors, voilà, moi ça fait quelques années que je suis marié, plus de 25 ans, mais de temps en temps j'aime bien faire ça. Et cette première fois, il y avait tout ça réuni.
Oui, et puis vous étiez avec une femme qui était bien dans son corps, qui vous offre son corps, donc vous avez un tapis rouge, si je puis dire, qui est mis devant vous, et c'est facile, d'être. Elle vous offre son expérience, c'est-à-dire elle vous montre un chemin qui est celui de l'érotisme. Voilà, c'est un petit peu ça. Ce qui est compliqué, il y a une petite roulette russe là. Lors de la première fois, le premier partenaire ou la première partenaire va nous montrer un chemin. Ben oui. Après, on va essayer, on va toujours l'amplifier, l'augmenter, mais on a un chemin qui est fait de nos expériences successives. Vous dites elle s'est offerte, mais on s'est offert tous les deux. Je crois que c'est ça aussi qui était important. Oui, c'était bien une sûr. vraie communion. Bien sûr, Christophe, je dis elle s'est offerte parce que il y a des femmes qui ne se laissent pas comme ça caresser le corps, qui ne se. Vous voyez, c'était dans ce sens. Et donc, dès la première fois, vous pouvez toucher le corps d'une femme autant que vous voulez, qui se laisse caresser. Enfin, donc vous êtes émerveillé. Enfin, j'imagine bien. Vous êtes émerveillé devant le corps de la femme, et vous pouvez y toucher, vous pouvez le découvrir, vous pouvez vous en imprégner, et tout ça vous a forcément marqué. Vous voyez, c'est ce que Philippe veut transmettre comme message. Et puis même ce que vous évoquez là, et Brigitte va un petit peu plus loin là-dessus, c'est que elle vous, par son attitude, alors initiatrice, c'est-à-dire parce qu'elle a une expérience et que vous n'en avez pas, donc elle vous montre des chemins. Mais notamment, quand vous avez l'air étonné, vous disiez, tiens, comme si toutes les femmes offraient leur corps. Mais c'est-à-dire qu'elle vous a peut-être conféré des comportements qui font qu'ensuite les femmes que vous allez rencontrer vont s'ouvrir plus facilement, parce que vous auriez cette attention et que vous avez appris d'elle. C'est-à-dire que chaque partenaire nous apprend quelque chose que l'on va transmettre au partenaire suivant, et je pense que elle vous a offert une très belle voix, ça sûrement, ouvert, plutôt qu'offert. Mais oui, je crois. Je confirme. Et puis après, vous avez connu cette deuxième nuit où là, après, quelque part, qu'est-ce que vous voulez de plus, hein? Oui. Deux femmes pour un homme. C'était une débauche, d'essence. Voilà, oui, mais vous n'imaginez pas, Christophe, combien d'hommes encore ont ce fantasme-là. C'est-à-dire le fantasme de faire l'amour avec deux femmes. C'est un des premiers fantasmes masculins. Vous le découvrez. Mais ce n'était pas du tout un fantasme pour moi. J'entends bien, mais qu'est-ce que vous en savez? Ça serait peut-être devenu un fantasme, mais ça ne peut pas être un fantasme pour vous, puisque vous l'avez déjà vu. Vous l'avez réalisé tout de suite. Exactement. Vous comprenez? Mais voyez la richesse du cadeau que vous avez dès le début. Le cadeau, c'est qu'elle vous a ouvert une très belle voix. Ça, on est bien d'accord. Très belle histoire. Et on en reste sans voix. Ah oui, absolument. Merci Christophe. Merci beaucoup. On retrouve le Love Conseil dans un instant. On va parler de la carte orgasmique féminine et on va continuer bien sûr avec vous au 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Philippe Bruneau, vous pourrez bien sûr réagir à ce Love Conseil. On va parler de la carte orgasmique féminine parce que, les femmes ne sont pas toutes de la même sensibilité. Bien sûr, la plupart sont sensibles au niveau du clitoris, mais certaines ne sont pas fans des caresses clitoridiennes. Elles sont peu nombreuses, mais elles existent. Et puis d'autres ont des endroits plus précis, plus efficaces, comme notamment le fameux point G. Pour d'autres, ça va être éventuellement le col de l'utérus. Bref, l'important, c'est de connaître ses points forts et non pas ses points faibles. Donc, en principe, on peut conseiller aux femmes déjà de savoir ce qui lui fait du bien, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Et je pense que c'est vraiment important que déjà les femmes explorent leur propre corps, que ce soit toutes seules ou avec leurs amants. Et ce qui est, par exemple,
exemple, ce que croient parfois beaucoup trop les hommes, c'est que toutes les femmes se pâment lorsqu'on leur embrasse les tétons. C'est pas vrai. Il y a des femmes qui adorent qu'on leur caresse les seins et d'autres qui supportent pas. Et alors voilà un petit peu le conseil que je donne, parce que ça peut devenir un jeu entre vous. Madame reste allongée et puis vous caressez son corps et elle vous donne des notes en fonction des endroits qu'elle apprécie ou qu'elle n'apprécie pas. Et puis évidemment, on peut préciser les choses avec la zone génitale, notamment dans le vagin. Vous pouvez utiliser vos doigts ou pourquoi pas un jouet, et elle va dire si elle préfère que vous touchiez du côté du point G, à l'entrée, plus profondément, l'anus, enfin voilà. Et je pense que quand on en fait un jeu, ça permet de communiquer plus facilement, éventuellement. Oui, la difficulté, c'est les couples ou l'un des deux qui n'aime pas trop le jeu. Et là, ça devient plus difficile. Ça, c'est sûr. C'est d'ailleurs parmi les patients et les patientes ou les couples qui ont des difficultés, souvent on trouve des gens qui n'aiment pas trop jouer. Et on propose des jeux. Allez explorer vos sensations. Énormément de couples en difficulté ne se sont jamais parlé de ça. Et là, quand on peut pas en faire un jeu, ça devient... Mais bien sûr. Et vos conseils là sont très justes. Et moi, je crois qu'il faut tous les couples qui écoutent et qui peuvent être un petit peu en difficulté, faites cette espèce d'exercice d'aller donner des notes. Oui, c'est très bien. Et évidemment, on peut aussi aller chercher la carte orgasmique masculine. Pourquoi pas, Là, j'ai pris la femme, et on peut faire l'inverse. Ça fera un autre love conseil. Exactement. Catherine est avec nous. Vous avez reçu ce doigt vibrant Tizer qui existe en jaune ou en bleu à choisir. Et c'est de la marque Satisfyer et on le retrouve sur rudesplaisirs.com. Donc je vous le montre, Philippe. On le met, je pense qu'on le met sur un doigt, voilà. Et puis ça vibre. Bonjour Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour Brigitte. Bonjour Philippe. Merci de me permettre de tester ce jouet. Alors moi je l'ai reçu en jaune. Oui. Moi je l'ai en jaune aussi, oui. Ça commençait bien, je l'avais mis à l'envers. Oui, alors moi j'ai trouvé que la boîte était bien faite, parce que pour une fois il y a des petits dessins et qui sont assez explicites sur l'endroit où on peut utiliser ce jouet. Voilà. Après, le côté pratique, il met 1h30 à charger et il dure à peu près 60 minutes. Moi je l'ai testé et vous n'avez pas l'air emballé, hein. J'ai trouvé que les vibrations sont légères, même s'il y en a beaucoup. Je trouve que c'est quand même... alors, je ne sais pas si c'est proportionnel à la taille du jouet, du coup, les vibrations, mais c'est un peu léger. Et même... c'est assez vrai. Là, je suis en train d'augmenter quoique... Non, mais je pense que pour moi, l'intérêt de ce jouet, c'est qu'il peut se poser sur le clitoris pendant le coït. D'accord. Je pense que c'est ça l'intérêt, parce que sinon toute seule. Ça gêne moins que certains. Voilà, il est, à mon avis, c'est l'objectif de ce jouet. Et après, en vibromasseur seul, c'est vrai qu'il y a mieux maintenant. Je pense. Ouais. Après, je me suis dit peut-être que pour un premier jouet, c'est pas mal. Ah oui, mais ça vibre. Attendez, je l'ai dans les mains, c'est quand même extraordinaire. Oui, là je l'ai mis sur la 4e ou 5e vibration. Quand vous dites, Catherine, que vous l'avez essayé, c'est-à-dire vous-même, mais en définitive, ça peut être aussi un partenaire qui le... Tout à fait. Mais je n'ai pas de partenaire actuellement. D'accord. Ah voilà, mais ça va pas ça. On aurait dû vous envoyer aussi le partenaire, Catherine. On est nuls. Oh zut alors, on aurait dû. Ce serait une bonne idée ça. Bon. Il me semble que ça peut être très intéressant pour un partenaire de toucher, que ce soit intérieurement ou extérieurement, avec ce doigt vibrant. Je sais pas, en tant qu'homme, ça me donne des tas d'idées. Je trouve ça très intéressant. On va vous envoyer Philippe, vous envoie Philippe, Catherine, vous nous donnez votre adresse, on vous fait un chronopost. Il a déjà le jouet sur le doigt. Super. Oui, parce que du coup, c'est un peu étrange un doigt au début. Non, mais pour moi, ce jouet n'a d'intérêt qu'en couple, oui. Mais pas en couple, oui.
Oui, je pense. Soit lors du coït, comme vous disiez. Oui, lors du coït, on pose le doigt à l'endroit où on veut, soit sur le périnée, soit, enfin, bon, bref, ou évidemment sur le clitoris, et ça permet à l'homme de stimuler en même temps sa partenaire, je pense. Oui. Parce que sur la boîte, sur les dessins, ils mettaient sur d'autres zones érogènes. Bah oui, mais ça, ils en rajoutent toujours beaucoup sur la. C'est pas très vibrant. Trouvé, ouais. Non, sinon ça n'a pas grand intérêt. Je suis d'accord. Bah, désolé, on va réparer ça. On vous l'envoie, Philippe. J'attends le chronopost. Ça marche. Merci beaucoup. Quelle note vous lui donnez alors finalement? 7 en 7 quand même. 7, d'accord. Merci Catherine. Ce doigt vibrant Théiser de la marque Satisfyer, on le trouve sur ruedesplaisirs.com. Et c'est David qu'on retrouve. Vous voyez que les hommes ils réagissent, ça y est. Bonjour David. Bonjour Brigitte. Bonjour j'ai appelé David. parce que tout à l'heure vous étiez demandeur de témoignages d'hommes et puis j'ai appelé, mais apparemment il y en a d'autres qui ont appelé avant moi. Jamais 203, vous êtes le 3e, je le prends. Je vous disais d'abord déjà bonjour à Brigitte et bonjour, c'est Philippe, c'est ça votre ami? Oui, bonjour David, oui. Voilà, bonjour. Voilà, mon témoignage, en gros, je vous explique le contexte un peu, j'avais 19 ans. Oui. Je me déplaçais en mobilette à l'époque, j'étais j'étais encore un petit garçon, je trouve. Je sortais de l'armée et dans une soirée, j'ai rencontré une femme magnifique, une Sicilienne, qui avait 26 ans. Ouais. 26 ans. On a dansé ensemble, on ne sait plus tout de suite. Et ça n'a pas duré très très longtemps. Je crois 2 ou 3 jours après, je l'ai invitée dans un restaurant. On a parlé de nos vies et au moment de parler de nos expériences sexuelles, je lui ai dit j'ai rien fait. Donc elle s'est mise elle a eu un fou rire. Je suis devenu tout rouge. Ah, c'est drôle. Là, elle m'a dit, là j'étais ce qu'on peut appeler la honte de sa vie un peu. Et là elle m'a dit t'inquiète pas. Ce qu'on va faire, ce soir, je vais arranger ça. M'occuper de ça. Voilà. C'est formidable. Oui. Ah oui, c'est formidable. Donc gros coup de pression. Certes, mais d'autant que vous étiez amoureux quand même, vous l'avez dit. Ah oui, j'étais rapidement amoureux. De toute façon, je suis un homme qui tombe rapidement amoureux. Ah oui, vous êtes un peu un cœur d'artichaut. Voilà, c'est ça. Et du coup, elle m'a dit, tu loues une chambre d'hôtel et donc j'ai loué la chambre d'hôtel et le soir, alors pour la petite anecdote, quand on est arrivé à l'accueil, moi j'étais gêné. Et il y a une copine à elle qui est arrivée au même moment avec un garçon à l'accueil et elle lui a dit mais qu'est-ce que tu fais là? Elle lui dit je suis pour la même chose que toi. On s'est retrouvés en même temps que sa copine. Au même endroit, dans un accueil, dans un hôtel pour. Quand elle dit la même chose que toi, c'est peut-être pas la première fois non plus pour le. Non, pas la première fois, mais. C'était pour la même chose que toi. On est là pour faire l'amour, quoi. Voilà, en fin de journée, quoi. Voilà, c'est ça. Et du coup, voilà, c'est ma première expérience. Ça a été avec une femme de 26 ans qui m'a. Je sais pas si on peut appeler ça un apprentissage. Elle m'a plutôt initié. Voilà, elle m'a initié. Elle m'a appris à découvrir, à aimer les femmes. Donc elle vous apprend à bien la caresser, à la prendre comme il faut. Comme il faut, dans pas mal de positions, parce que ça a duré quand même. Quand même. Ça a duré pas mal de temps quand même. Ah oui, c'était une série de rattrapage accélérée alors. Accélérée, parce que je pense que c'est la nuit où j'ai dû le faire le plus de fois dans ma vie, quoi. Ah oui, mais à 19 ans, on recharge vite, ça va. On recharge vite, voilà. Oui. Parce que j'imagine que la toute première fois, ça n'a pas duré très très longtemps. Non, ça a dû aller très vite. Je ne me souviens pas du reste. Non, bien sûr, c'est normal. On a fait 2 fois dans la nuit que ça a été... Que là, vous vous en souvenez. Ah oui, je me souviens de tous ces moments. Elle a été tellement magnifique. Elle était châtain foncé avec des yeux bleus magnifiques. Vous pourriez en parler au présent parce que vous le vivez encore quand vous en parlez. Ah oui, je le vis encore. De toute façon, ça vous a marqué accompagné toute ma vie. Et puis ça m'a accompagné.
Bien sûr. J'en parle souvent. Alors ça me fait plaisir. Vous voyez Christophe, votre témoignage, David, pardon, excusez-moi David. Votre témoignage me fait plaisir parce que on entend souvent dire que les femmes se souviennent de leur première fois et pas les hommes. Alors que vous dites bien à quel point elle vous a marqué. Donc c'est parfois alors c'est des généralités, mais attention aux généralités parce que là vous en parlez et on a, comme dit Philippe très justement, vous pourriez en parler au présent. Puis il y a des premières fois marquantes, d'autres qui le sont moins. D'ailleurs, souvent quand on se souvient pas, elle était forcément pas marquante. Mais là, difficile de pas se souvenir d'une telle première fois. Et c'est formidable que c'était une première fois. C'est-à-dire, la chance, c'est de tomber parce que ça, comme on le disait tout à l'heure, ça vous a construit. C'est-à-dire qu'à partir de là, vous y pensez tout le temps. Vous essayez de sûrement, ce qu'on disait à l'instant aussi, sûrement qu'elle vous a conféré quelque chose que vous tentez de transmettre à vos partenaires successifs pour essayer de renouveler cette première fois avec les femmes que vous pouvez rencontrer. Je suis persuadé qu'il y a une transmission. Ah ben c'est clair. Mais alors David, vous l'avez revu le lendemain, les jours d'après ou pas? Ah mais après on est resté quelques mois ensemble. D'accord. Parce que je peux dire, ça a été un grand amour. Oui, donc c'est. Et ça a été une grande tristesse pour moi après quand elle m'a quitté. Mais elle m'a quitté pour me rendre service. Parce que j'avais une décision à prendre dans ma vie et si elle faisait en sorte que je reste avec elle, je ne pouvais pas partir. Et c'est elle qui m'a, parce qu'elle m'en a reparlé. C'est une magnifique preuve d'amour. Et elle m'a, parce que tu vois en plus déjà. Fille de Sicilien, elle vivait chez ses parents parce qu'elle s'était séparée. Elle amène un gamin de 19 ans chez ses parents français. J'étais pas le bienvenu. Et d'ailleurs, justement, après, elle s'est mariée avec un Sicilien. Et elle m'a dit que elle ne pouvait se marier qu'avec un Sicilien. C'est ça qu'elle vous a dit. Oui, je comprends. Voilà. Oui. Et en fin de compte, elle m'avait quitté pour me rendre service. Pour vous libérer. Beaucoup d'abnégation. C'est une preuve d'amour. C'est magnifique. C'est magnifique. Et alors justement, David, après les fois d'après, j'imagine, c'était moins bien, quoi. Il a fallu un peu de temps pour retrouver cette alchimie. Après l'alchimie, c'est toujours pareil. Si on la rencontre. C'est avec la rencontre, si on n'a pas la bonne personne en face. Oui, bien sûr, mais non, j'ai pas mis énormément de temps parce qu'après j'ai été un énergivore à ce niveau-là parce que j'ai par mon travail et mes déplacements, j'ai rencontré beaucoup de femmes. D'accord. Donc ça m'a permis sur le lot, on en trouve. Mais surtout très important, c'est que ça a tellement bien démarré. Ça m'a permis d'être. Je pense que j'ai toujours été respectueux des femmes. Et quand vous voyez que les témoignages que vous avez où il y a certaines qui n'étaient pas forcément consentantes et qui n'étaient pas capables de le dire, moi je pense pas que dans mon comportement j'ai toujours été à l'écoute des femmes. Oui, bien sûr. Ça m'est arrivé parfois de certaines qu'elles me montraient qu'elles n'avaient pas forcément envie et je me suis toujours arrêté. Oui, bien sûr. Non, mais ça, vous avez totalement raison, David. Il y a des hommes qui ne voient pas et il y en a qui voient parce qu'ils sont justement respectueux de la femme et qui sont tellement dans le désir de faire plaisir à la femme qu'ils ont les yeux grands ouverts, bien sûr. Oui, c'est ça, tout à fait. Parce que Mais je pense que ça, vous l'aviez même si vous n'aviez pas rencontré cette Sicilienne, bien sûr. Oui, après, c'est peut-être dans mon comportement naturel. Oui, il y a de l'éducation, il y a sa propre personnalité, il y a tout un mélange, mais bien sûr. Et puis, il y a des hommes qui sont plus bourrins que d'autres. Excusez-moi du terme, mais... il faut dire le terme. Non, il faut dire ce terme-là, c'est vrai. Et puis, vous avez du recul, une réflexion. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que ça s'est passé avec vous, parce que elle n'aurait pas peut-être eu les mêmes comportements, la même initiation. Elle a choisi aussi quelqu'un. Je pense que vous l'avez ému, vous l'avez touché dans votre innocence et dans votre côté amoureux d'elle et tout. Elle a fait. Au départ, elle a eu envie de vous initier et puis c'était une très très belle histoire.
Et même si ça se termine comme ça, ça reste une très belle histoire. Merci d'avoir répondu. Oui, pardon, allez-y David. Puis comme on a toujours dit qu'il y avait des belles mains, je suis charpentier, donc j'aime bien travailler la matière, donc... Bon. Voilà. Eh bien, d'accord. Merci David, oui. Je ne savais pas que nous étions pétrissables. Merci beaucoup David, en tout cas, merci beaucoup. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant avec Cédric qui va conclure avec nous. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Breneau est toujours avec nous, sexothérapeute, anthropologue, psychiatre et évidemment auteur de nombreux livres. Et on continue avec Cédric. On va conclure même avec vous, Cédric. Bonjour. Bonjour Cédric. Bonjour Brigitte. Bonjour Brigitte. Bonjour Philippe. Enchanté de vous parler. Et puis, depuis des années que je vous écoute sur les radios, je suis content d'intervenir. Eh bien, vous choisissez en plus d'intervenir pour nous raconter votre première fois, donc j'imagine qu'elle était belle aussi. Écoutez, si je me permets de vous appeler, c'est en plus, vous êtes les seules personnes à qui je vais en parler, parce que ça reste mon jardin secret, même si je suis marié depuis on n'en parlera à personne. Vous inquiétez pas, c'est juste entre nous. Non, mais voilà, après, je connais que, voilà, je peux vous faire confiance. Bon, non, moi, ça s'est passé dans les années lycée. J'avais 17 ans, et avec une fille qui était au lycée que je connaissais depuis quelques années, mais assez difficile à rapprocher. Et moi, je suis toujours timide, mais je veux dire, gentil, le beau petit garçon, respectueux. Elle était plus âgée que vous, ou vous aviez le même âge à peu près? Non, on a 6-7 mois de différence. Oui, elle est un donc peu plus vieille que moi, mais bon, moi j'étais encore vierge, alors, ce qui fait la différence par rapport à elle. Oui. Donc elle ne l'était plus, donc il y avait déjà des garçons qui l'avaient... Elle était même en compagnie de son mari actuel. Voilà. D'accord, mais ils n'étaient pas encore mariés? Non, du tout, non, on n'avait que à peine entre 17 et 18 ans. Oui, d'accord, mais elle sortait déjà avec son futur mari. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui fait que vous avez réussi à ce qu'elle vous regarde? C'était dur, pas un travail, mais voilà, comme je vous disais, je suis timide mais gentil. Et elle partait à la semaine au lycée, le lundi elle prenait le bus, il fallait prendre son sac avec son sac pour la semaine. Ouais. Et puis là, c'était une journée de temps, elle avait une belle petite robe. Et puis, je sais pas, je lui dis, tiens, je vais t'amener si tu veux. Elle avait un gros sac, je vois, il n'y a pas de souci. Puis, je suis rentré dans sa chambre, et puis, on s'est mise. D'accord, donc vous avez la galanterie de porter son sac, que vous amenez jusque dans sa chambre, sans aucune arrière-pensée. C'était parce qu'on avait un jeu de regard depuis quelques temps, je veux dire. Ouais. D'accord. Parce que c'est une personne qui a un caractère assez fort, et les peu de personnes les peu de garçons qui l'ont approché, ils avaient un mauvais écho parce que elle était caractérielle, et moi ça passait toujours bien. Et puis là, ce jour-là, ça s'est super bien passé parce qu'en plus, occasionnellement, on se voit par des amis au moins 5-6 fois dans l'année. Vous voyez encore? Ouais, mais amicalement, je veux dire. Oui, j'ai bien compris. Oui. Mais on a toujours le même petit regard. On s'est même déjà parlé lors d'une soirée, une danse, machin. Donc vous avez fait l'amour avec elle, donc la première fois, une seule fois, c'est ça? Ouais, une seule fois. Et j'imagine que ça s'est super bien passé puisque vous avez envie d'en parler. Ouais, surtout vous êtes les seules personnes avec qui je me lâche, comme on dit. Mais non, franchement, ça a été, ça reste et ça restera toujours un. Mais je pense que c'est important que ça reste votre secret d'ailleurs. Bien sûr. Parce que quelque part, surtout si elle est mariée, que vous continuez à la voir régulièrement en bons termes en tant que amie, enfin en tout cas que relation sociale, parce que c'est votre secret et c'est précieux. Oui, non, mais je pense bien. En plus, nos compagnons, que ce soit mon épouse ou bien son époux, savent qu'on a eu, parce que vis-à-vis des amis, tiens, Cédric et Nana, ils allaient bien ensemble, et puis ils ont su, par biais d'autres amis qu'on a flirtouillé, mais sans savoir ce qui s'est réellement passé. Je veux dire. Ils n'ont pas à le savoir.
Ouais, non, mais voilà, puis bon, mais voilà, que ce soit mon épouse ou son époux, ils savent très bien qu'on a eu une petite histoire, mais ils savent pas le vrai du faux. Et nous, on sait très bien qu'on veut garder notre secret, parce que, un secret sans lettres, hein, mais je veux dire, ça a été tellement magique que... Mais oui, mais voilà, c'est pour ça qu'il faut le garder secret, parce que c'était magique et parce que ça reste quelque chose... c'est un petit peu interdit même, donc c'est même un tout petit peu excitant quand même. Quand vous voyez, il y a une sorte de... Un jeu de regard, non, oui, bien sûr, c'est la fameuse Madeleine de Proust, et ça vous redonne un petit peu de joie, oui, c'est... non, mais je vous fais pas dire, hein, c'est vrai que moi c'était ma première fois, mais on découvre, mais en même temps on fait ça par passion, par désir, par excitation, que il n'y a pas eu de faux pas. Ça a été tellement, même une seule fois, mais ça a été magique. Ça a été pendant 1 heure et demie la découverte le corps d'une femme. Le sexe, les seins, les caresses. Alors, voyez, Cédric, merci de conclure comme ça, parce que, voyez, moi, ce que je vais retenir de cette émission, c'est que les hommes, leur première fois, ils ont cette merveille, et vous l'avez dit, mais d'autres l'ont dit avant vous, de découvrir le corps de la femme. Et on n'entend pas ça chez une femme. C'est étonnant quand même, Philippe Bourneau. Après, on va dire que les hommes sont ci, les hommes sont ça. Mais vous avez cette joie, ce plaisir intense de découvrir le corps d'une femme. Alors ça, c'est quelque chose que l'on retrouve dans les lettres d'amour. Les hommes vont parler dans le détail d'une épaule, ce que vous venez de dire, on découvre un sein, un ventre, un sexe, et vous prenez les lettres des femmes, vous ne savez pas si cet homme est grand, petit, c'est le contexte amoureux qui est décrit, fou, hein. Et c'est pour ça que, là, Brigitte a dit tout à fait, il faut garder ce secret. Vous le gardez entre vous, d'ailleurs là, on est juste entre nous trois. On va pas en parler plus. Il y avait des questions que je voulais vous poser que je ne vous poserai pas parce que personne n'a à savoir des choses qui vous appartiennent qu'à vous et à elle. Et c'est ça qui fait la magie. Simplement une idée, peut-être pour une autre émission qu'on fera avec Brigitte. Il ne faut pas tout se dire en amour. Ça reste entre deux personnes et les choses doivent pas en sortir. Et on garde le caractère magique, peut-être, par ces secrets de l'intimité. Voilà, les secrets font partie de la bienveillance et c'est pas du tout des mensonges. Merci, bravo. Merci beaucoup Cédric. Merci à tous, à toutes et à tous. C'est vrai, et merci à vous, Philippe Bourneau, de nous avoir guidés sur cette émission toute particulière et toute émouvante d'ailleurs. Oui. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delovan. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.